VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Gros plan sur les dangers qui guettent le lac Tchad. Le lac, bordé par 4 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, fait vivre environ 40 millions de personnes, mais la région est dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Une conférence internationale pour sauver cet espace vient de prendre fin à Abuja. Le lac Tchad est-il en voie de disparition? Où en est-on avec le méga-projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui frappe la région? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Dans un instant, évidemment, cap sur le Nigeria pour faire le point sur la réunion d'Abuja avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Direction donc à la capitale nigériane où nous attend notre correspondant Gilbert Tamba. Gilbert, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui ressort concrètement de cette conférence de 3 jours pour le lac Tchad ? Alors, la grande conclusion de la conférence, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution pour sauver le lac Tchad que de faire le transfert d'eau entre les différents bassins. Ce qui veut donc dire que l'eau doit venir de l'extérieur. Alors, les représentants de 30 pays à ce sommet disent que le transfert d'eau entre les bassins n'est pas une option, mais une nécessité. Alors, cela dit le projet Transaqua qui prendra des eaux du bassin du Congo à travers un canal de 2400 km pour rejoindre le lac Tchad est la solution préférée donc, qui a été adoptée à la suite de ce sommet. Cela dit, après donc, la prise de cette décision, c'est la société Power China, une société chinoise, et la société Bonifica, une société d'ingénierie italienne, qui vont donc commencer les études de faisabilité. Donc cela pourrait prendre peut-être 1 an et les travaux pourraient donc commencer. Donc, ce qu'on peut dire est que si tout se passe comme prévu, dans les 10 prochaines années, on dira enfin mettre ce canal en Afrique qui doit relier le bassin du Congo au bassin du Tchad et ouvrir tout un corridor de développement agro-industriel de 50 000 km² pour l'irrigation, pour l'agriculture. Et cela pourrait également aider à apaiser les tensions dans cette région devenue aujourd'hui le foyer de nombreuses crises sécuritaires, notamment celle entretenue par le groupe terroriste nigérian Boko Haram. Alors, sur le plan de financement, là, ils ont proposé la création d'un fonds de développement africain d'infrastructurel. Donc, ce fonds sera doté de 50 milliards de dollars pour commencer. Même si cela peut encore susciter quelques questions, à savoir, par exemple, à quand la mise en place effective de ce fonds. Oui, voilà, du concret en tout cas qui ressort de cette réunion. Gilbert Tamba, merci beaucoup. Des contours que nous allons maintenant aborder avec nos invités via Skype de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Abdoulaye Ndiaye, coordinateur régional du programme Servir, financé par l'USAID et la NASA. Avec moi sur ce plateau, Mathilde Bouillet, en charge de l'initiative internationale pour le climat au sein de l'ONG World Resources Institute à Washington. Par téléphone de Arles, en France, le géographe Christian Sénobo, auteur du livre Les mondes oubliés, carnet d'Afrique, paru l'an dernier aux éditions Parenthèses, un ouvrage sur le lac Tchad et la vie de ses habitants. Également de l'Hexagone, via Skype de Quentin Géraud-Magrin, professeur de géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, co-auteur de l'Atlas du lac Tchad. Justement, Géraud-Magrin, par qui je voudrais bien commencer d'ailleurs, le comité scientifique de la commission du bassin du lac Tchad est catégorique. En 40 ans, le lac a perdu 90% de sa surface en eau. Je répète, 90%. La question est donc directe. Le lac Tchad est-il en train de disparaître? Il faut comprendre le fonctionnement hydrologique de ce lac. C'est un lac qui est caractérisé par une grande variabilité parce qu'il est très peu profond, 3-4 mètres de profondeur au maximum,
qu'il est soumis à une intense évaporation et qu'il est alimenté principalement par le Chari et le Logone, qui sont deux fleuves tropicaux avec des crues très irrégulières qui dépendent des pluies reçues sur l'amont du bassin, donc au sud du lac Tchad. Oui. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de rétrécissement progressif du lac Tchad. Le lac Tchad, si on considère un siècle, a eu différentes tailles. Dans les décennies 50-60, par exemple, on avait un grand lac Tchad avec entre 20 000 et 25 000 km² d'eau. C'est souvent cette situation qui est utilisée comme point de référence par rapport à la situation actuelle, mais il faut savoir que ce sont les 2 décennies les plus humides de tout le XXe siècle. Oui. Ensuite, pendant les décennies 70-80, le lac Tchad est à un petit niveau, il y a des sécheresses au Sahel, le lac Tchad se réduit très fortement jusqu'à atteindre 1500-2000 km² en eau. Oui. Et puis, depuis 1991, il y a une période, je dirais, intermédiaire, qui est une période moyenne à l'échelle du XXe siècle, où on voit le lac Tchad être alimenté, alors tous les ans, la cuvette, dans ce nouveau lac Tchad, si vous voulez, il y a 2 cuvettes, alors que dans la situation de grand lac Tchad, il y avait un seul plan d'eau d'un seul tenant. Il y a maintenant 2 cuvettes. Quand l'eau arrive dans la cuvette sud, par le Chari et le Logone, oui. Si l'inondation est suffisante, elle passe une zone de haut fond qu'on appelle la Grande Barrière et elle inonde la cuvette nord dans des proportions variables suivant les années. D'accord. Depuis 1991... Jérôme Magrin, je m'excuse. Alors, en d'autres mots, est-ce que vous êtes en train de dire que la commission du bassin du lac Tchad est en train d'exagérer? Donc, de dire que le lac Tchad est au bord de l'assèchement, est-ce une supercherie, une manipulation de la communauté internationale en vue d'obtenir des milliards de dollars et renforcer le pouvoir des dirigeants de la région sur fond de changement climatique et d'attaques djihadistes? Je n'utiliserai pas des mots aussi forts que ceux que vous utilisez, mais c'est une manière de présenter les choses, effectivement, à dramatiser la situation pour essayer d'obtenir des financements internationaux dont, cela dit, cette région a grand besoin. Ouais. Il faut dire simplement, par rapport à cette question de l'assèchement du lac Tchad, aujourd'hui, le lac Tchad n'est pas menacé à très court terme d'assèchement. Il présente même une situation, du point de vue environnemental et hydrologique, qui est peut-être optimale pour les populations qui vivent sur les rives du lac Tchad. C'est à peu près 2 millions de personnes qui vivent sur les îles et les rives du lac Tchad. Cependant, si on regarde les effets potentiels du changement climatique et surtout de la croissance de la population dans le bassin du lac Tchad, qui est attendu aujourd'hui, le bassin du lac Tchad, c'est à peu près 50 millions d'habitants. On va revenir sur cet aspect d'ailleurs tout à l'heure. Alors pour l'ONU, cette région connaît l'une des plus graves crises humanitaires de la planète. Christian Sénebo, vous qui avez longuement vécu cette immense région, a-t-elle connu des bouleversements dramatiques ces dernières années ? Bien, ce qu'il y a de plus dramatique, bien sûr, c'est l'arrivée donc de Boko Haram. Autrement, avant, il y a toujours eu ce lac n'a jamais été vraiment contrôlé par les États, n'a jamais à l'époque coloniale n'a pas non plus été contrôlé par l'administration coloniale. C'est quand même une zone ça a toujours été une zone de non-droit où on a des cartes qui sont extrêmement, comme l'évoquait Jérôme Magrin, avec une bathymétrie qui change sans arrêt. On n'a jamais eu des cartes très précises. On a des toponymies qui voyagent. On n'arrive pas, quand on traverse le lac, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va réussir, à quel moment à passer telle passe et à prévoir son cheminement sur le lac. Donc c'est quelque chose qui a été toujours une zone refuge pour des irréguliers, même à l'époque, sous Hissène Habré en 90, dans les soubresauts guerriers du Tchad, les gens d'Hissène Habré se sont retirés sur la cuvette nord. Ensuite, on a eu également des irréguliers qui se sont réfugiés également dans les îles au nord de Darak, dans les îles camerounaises. Donc on a toujours eu des irréguliers jusqu'à ce que arrivent maintenant des bandes armées qui ont fait du lac Tchad leur sanctuaire. Il s'agit de Boko Haram.
D'accord. Et quand on dit qu'il y a des petits agriculteurs et pêcheurs qui rejoignent le groupe Boko Haram, par exemple, ou des milices peut-être qui combattent les combattants de Boko Haram, alors est-ce que c'est parce que c'est au fur et à mesure de la disparition du lac et du manque de nourriture que cela entraîne, brièvement? Non, pas du tout. Moi, j'abonde dans le sens qui vient d'être dit. C'est ce que d'autres observateurs disent, en tout cas. Oui, non, j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que on avait une forme de ressources sur le lac qui plaisait aux populations. Bon, les insécurités ont fait qu'il y a eu une dramatisation des choses sur le lac, mais les gens ne demandaient pas mieux que d'utiliser cette eau du lac qui se retirait après qu'il y ait eu une inondation, qui se retirait sur des kilomètres de long et sur lequel les éleveurs pouvaient poursuivre et avoir des pâturages extrêmement intéressants, lacustres, et également les cultivateurs se jetaient là. Donc c'était en fait une zone qui était plutôt riche quand Boko Haram s'est mis là-dessus. C'était pas dans un milieu où on avait, comme très souvent on veut le dire, une déréliction au point de vue économique. Maintenant, quand vous avez une bande armée qui arrive comme Boko Haram, pardon. D'accord. Boko Haram se trouve être le révélateur de tous les conflits, de toutes les haines de voisinage rentrées entre les communautés, les villages, les lignages. Chacun veut saisir l'opportunité en s'alliant avec Boko Haram pour régler ses problèmes. Dans le cas du lac Tchad, les populations qui sont les autochtones qui sont au cœur du lac, les Boudouma, essaient d'empêcher à ce moment-là, en s'alliant avec Boko Haram, que les populations des rives entrent dans le lac. En revanche, les populations des rives, comme les éleveurs Peul, voudraient bien profiter des pâturages du lac en période de décrue et voudraient s'allier avec Boko Haram. Vous voyez, donc il y a des opportunités qui sont là et Boko Haram a géré en fait des alliés potentiels, mais qui sont quelquefois des alliés incompatibles. Mathilde Bouillet, nous venons de l'entendre, c'est une crise à multiples facettes, mais il y a un aspect que j'aurais aimé aborder avec vous. Est-ce que la crise, est-ce qu'elle est aggravée également par une très mauvaise gestion des ressources hydrauliques par les pouvoirs publics de la région, peut-être même de la mauvaise gouvernance Oui, alors sans parler nécessairement de mauvaise gouvernance, il y a un problème de capacité qui est manifeste et il y a un manque de données très important. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de politique de régulation de l'utilisation de l'eau. Il n'y a pas non plus de mécanisme en place pour gérer les conflits d'usage que vient d'évoquer l'autre expert entre les pêcheurs et les agriculteurs. La commission du bassin du lac Tchad manque de capacité en la matière. Il y a un projet qui vient d'être développé avec le programme des Nations Unies pour l'environnement pour mettre en place une législation transfrontalière, donc valable dans les 4 États autour du lac, pour utiliser l'eau et conserver, protéger les ressources naturelles. Il y a eu effectivement des projets d'infrastructure un peu malheureux, en tout cas conçus sans concertation avec les autres États. Par exemple, 2 barrages ont été construits sur la rivière du Kama Oudou-Yobé, qui est un affluent du lac, qui contribue à 10% seulement du lac, mais c'est quand même pas négligeable. Et ces 2 barrages-là ont diminué la contribution de la rivière de 7 km3 à 0,45 km3 depuis les dernières années. Donc il y a effectivement un problème de planification et de coordination important. Et enfin, il y a un manque de données qui a été évoqué par les autres experts, de données liées à des systèmes d'observation hydro-climatologique qui ont périclité, qui ont été mis en place lors de l'époque coloniale, entretenus jusque dans les années 80, mais qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc le fleuve Tchari qui a été évoqué, qui contribue à 90% au lac, aujourd'hui n'est plus jaugé depuis bien longtemps. Donc on est face à un défi de gouvernance important aussi parce qu'on n'arrive pas à avoir des données qui permettent d'estimer les variations de cette ressource en eau. Et les experts précédents ont bien expliqué que c'est un lac qui varie considérablement en quantité d'eau. Donc il y a un projet de l'Organisation météorologique mondiale pour réhabiliter ce système d'observation. Abdoulaye Ndiaye, vous travaillez sur le dossier depuis pas mal d'années et vous avez suivi tous les points qui ont été évoqués. Alors d'après vous, quels sont les véritables enjeux liés au lac Tchad? Oui, merci. Désolé
du fait d'une mauvaise connexion, je n'ai pas vraiment pu suivre l'essentiel de ce qui a été dit. Mais j'ai attendu un peu les dernières 2-3 minutes. Et oui, je vais surtout insister sur le fait qu'effectivement, le grand problème du bassin du lac Tchad, il est commun à pratiquement tous les autres bassins du monde, et notamment en Afrique. Je dis cela basé sur mon expérience quand je travaillais pour le programme des Nations Unies pour le développement. J'avais dans mon portefeuille un projet pour le bassin du fleuve Sénégal, fleuve Niger, le lac Tchad, lac Tanganyika et le courant marin de Guinée qui va de la Guinée-Bissau jusqu'en Angola. Et partout, le problème se résume essentiellement à deux grandes contraintes. La première, c'est une gestion pas des meilleures dû au fait que les différents utilisateurs de la ressource qu'ils ont en commun sont en compétition et ne se concertent pas. Et ceci parce que évoluons aussi dans un contexte institutionnel avec des capacités limitées à tous les points de vue, politiques, stratégiques, techniques, sociales, etc. De façon concrète, comme disait la collègue tout à l'heure, il s'agit essentiellement de s'arranger à identifier toutes les parties prenantes, en allant du gouvernement central, le gouvernement local, les chefs religieux, l'agriculteur, le pêcheur, l'éleveur, etc., ceux qui sont intéressés à faire des barrages pour produire de l'électricité ou la navigation, d'amener tous ces gens autour d'une table pour d'abord qu'ensemble, à travers un processus, ils analysent quels sont les problèmes ou quels sont les principaux problèmes qui provoquent une dégradation de l'environnement, liée en partie aux facteurs endogènes, c'est-à-dire donc l'action de l'homme, mais aussi exacerbée par les changements climatiques. C'est ce que l'on appelle dans d'autres jargons en hydrologie le diagnostic analytique transfrontalier. Ensuite, basé sur cela, préparer un plan d'action stratégique. Quand je travaillais pour le PNUD, à travers le PNUD, le Fonds pour l'environnement mondial, vous me tendez la perche parce que c'est un aspect que je voudrais bien aborder dans la deuxième partie. Quel avenir donc pour le lac Tchad? Des éléments de réponse dans la deuxième partie de Washington Forum. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, consacré au lac Tchad. Des dirigeants africains se sont réunis cette semaine à Abuja, la capitale nigériane, pour discuter du sauvetage du lac Tchad, pour reprendre leurs propres mots. Alors, des commentaires Facebook avant de retrouver nos invités. Ousmane Awad Abdullah, N'Djamena Tchad. Oui, le lac Tchad est vraiment en danger. Je l'ai vu de près. Le problème n'est pas seulement l'eau, mais les rives sont gagnées par le natron qui contient un fort taux de sel. Aucune culture ne peut pousser dans les parties touchées. René-Xavier Mpinda Mbouibaï, RD Congo, nous sommes pour une solution durable au dessèchement du lac Tchad, mais cette solution ne doit pas être à l'origine de nouveaux problèmes graves. Le peuple congolais doit se prononcer par référendum pour ce cas qui représente en effet une cession d'une partie du territoire congolais. Yao Marcelin Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire, la sécheresse aiguë qui frappe le lac Tchad a occasionné la migration des populations riveraines vers d'autres régions car fuyant la famine et les rafles et attaques du groupe terroriste Boko Haram. Et Jersey Mpazou Fumu, Kinshasa, on ne doit pas défier la nature. Nous devons réfléchir sérieusement sur l'impact environnemental, écologique et économique de ce projet Transaqua dans la région du bassin du Congo. La RD Congo a déjà assez de problèmes, alors il faudra ne pas en créer d'autres. D'ailleurs, nous allons en parler avec nos invités. Et je vais m'adresser immédiatement à notre invité qui se trouve en France, Jérôme Agrin. Alors, le projet
Transaqua, trop ambitieux, trop compliqué, trop coûteux. Que pensez-vous de ce projet? Y a-t-il des alternatives? Que ce projet a un grand mérite, c'est de poser une question essentielle qui est de l'adéquation entre les besoins humains et les ressources en eau et les possibilités de les exploiter et d'exploiter les terres qui y sont liées. En revanche, ce grand projet a un inconvénient et il soulève aussi beaucoup d'incertitudes. L'inconvénient majeur, c'est que quand on se met à discuter de ce projet, on oublie d'envisager toute autre possibilité. On est obnubilé par ce grand projet selon une logique qui a déjà été observée ailleurs, qui fait qu'il y a une fascination exercée par les grands projets, qui fait qu'on n'arrive plus à penser autrement. Ils monopolisent l'attention. Or, alors, le véritable enjeu, c'est qu'on a une population qui va passer dans le bassin d'à peu près 50 millions d'habitants aujourd'hui à 130 millions d'ici 2050. À l'heure actuelle, les prélèvements opérés par les activités humaines qui n'arrivent pas au lac Tchad sont relativement limités. On les estime à peu près à 3 km3 sur 18 à 20 km3 d'apport annuel du Chari-Logone. Mais si la population augmente, comme je vous l'ai indiqué, et que la consommation en eau par habitant augmente parce que l'on développe l'irrigation, notamment pour répondre à l'irrégularité de la pluie qui sera associée au changement climatique, eh bien dans ces cas-là, il se pourrait que les apports au lac Tchad diminuent dans une large proportion et que donc le lac Tchad, effectivement, soit menacé. Alors ce n'est pas aujourd'hui, mais ça peut être dans 20 ans, 30 ans. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu véritable. Mais le transfert n'est pas la seule façon de répondre à cet enjeu. On peut aussi, il y a d'autres manières d'envisager la valorisation des ressources en eau, en utilisant des eaux souterraines, en utilisant des systèmes d'irrigation qui soient plus économes que les systèmes gravitaires actuels. Il y a d'autres options qu'on pourrait envisager. Pourquoi j'attire l'attention sur l'importance de raisonner de façon en n'étant pas focalisé. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, Jérôme Agrin. Oui, la question de ce transfert, c'est qu'en fait, il y a énormément de risques, comme les auditeurs congolais qui sont intervenus l'ont mentionné. D'abord, la position du Congo par rapport à ce transfert n'est pas du tout évidente. Les pays émetteurs ne seront peut-être pas d'accord. La question des ressources naturelles utilisées par des acteurs extérieurs est très sensible dans un pays comme la République démocratique du Congo. Il n'est pas du tout évident que aussi bien les décideurs politiques que la population soient décidés à laisser faire ce transfert. Et puis, ce transfert pose un très grand nombre de questions quant à ses impacts environnementaux, quant à ses impacts sociaux, quant à sa viabilité économique. Pour l'instant, on parle de 14 milliards de Jérôme dollars. Agrin, alors, Abdoulaye Ndiaye, en fait, il y a quand même pas mal d'espoirs qui apparemment sont permis. Du moins, c'est ce qui ressort de cette conférence de 3 jours à Abuja. Que pensez-vous de ce projet Transaqua? Il y a évidemment la RD Congo qui doit donner son accord. Pensez-vous que c'est réalisable maintenant qu'il y a l'arrivée d'un partenariat chinois? Qu'en pensez-vous? Non, nous n'avons plus Abdoulaye Ndiaye. Je vais m'adresser à vous, Mathilde. Qu'en pensez-vous de ce projet? Oui, alors ce projet nourrit beaucoup d'espoir. C'est une priorité première du président Bahari nigérian. Ouais. Il y a un consensus des 4 États des rives Tchad et même au-delà de l'ensemble du bassin pour le construire. Il soulève quelques questions parce qu'on a des difficultés à évaluer l'impact environnemental. Donc l'étude de faisabilité est prévue pour cette année. Il y a également des enjeux agricoles derrière, puisque les barrages qui vont être construits vont générer de l'électricité, vont permettre d'irriguer entre 50 000 et 70 000 km² de terre, mais vont aussi re-inonder les terres très fertiles qui avaient été dégagées par le rétrécissement du lac. Donc il y a un enjeu de relocalisation des populations agricoles qui ont tiré bénéfice en fait, de cette réduction du lac. Donc ça implique des études très approfondies et une gestion des risques environnementaux et sociaux très solide. Christian Seniobo, voilà, il y a ce projet, vous connaissez bien la région et qu'en pensez-vous de ce projet? Est-ce que cela verra le jour? Non. On a quelques pépins techniques, il n'y a pas de problème. Alors, Mathilde Bouillet, comment pouvoir, aux besoins d'une population qui pourrait atteindre 130 millions en 2050. En ce moment, peut-être, on est en train de parler de 50 millions, 50 millions. Évidemment, il y a ce problème de changement climatique et donc des ressources en eau qui vont être de plus en plus incertaines.
C'est la question que tout le monde se pose, comment pouvoir à leurs besoins. Et a fortiori, à l'aune de ce qui s'est passé l'année dernière, puisque c'est plus de 10 millions de personnes qui ont été dans une détresse extrême. 500 000 enfants qui se sont trouvés dans une situation de sous-nutrition aiguë. Donc, effectivement, le changement climatique va aggraver les sécheresses, va générer des vents violents qui vont contribuer à l'érosion des sols, à l'avancée des dunes. Donc, il y a une variation de la pluviométrie qui est annoncée. Donc, on pourrait avoir davantage d'eau sur le bassin, mais c'est encore, comme je le disais tout à l'heure, assez difficile à calculer parce qu'on manque de données. Mais il faut s'y préparer. Donc, le principal enjeu, c'est de développer une agriculture qui est résiliente au changement climatique. Donc, de passer d'une irrigation par submersion à une irrigation goutte à goutte, avoir des semences qui sont résistantes au changement climatique. Il y a un programme qui a été lancé par la Commission du bassin et l'ensemble des bailleurs pour renforcer la résilience au changement climatique, qui va se développer une première phase d'ici 2020, seconde phase d'ici 2025. C'est une priorité pour la région et la communauté internationale. Et ça implique aussi de gérer des conflits d'usage avec les pêcheurs, puisque l'usage des pesticides contribue à diminuer les ressources des poissons. Il y a également des projets inquiétants d'exploration d'hydrocarbures. Il y a des puits qui vont être forés cette année. Donc ça implique une gestion intelligente des différents usages du lac et un système d'alerte précoce, enfin, pour pouvoir anticiper les sécheresses. Voilà. Christian Seniobo, je crois que vous êtes de retour maintenant. Alors même le Conseil de sécurité de l'ONU est d'avis que cette crise au lac Tchad est largement ignorée par la diplomatie mondiale et le Conseil qui veut se pencher sur la question. Est-il donc urgent pour la communauté internationale de prendre des mesures fortes pour la résoudre ? Ça, je ne peux pas me prononcer. Pour ça, on a un repli de... Partagez votre opinion. C'est que pour l'instant, le repli sur le sanctuaire que représente le lac Tchad, on ne voit pas comment, pour l'instant, militairement, on pourrait se débarrasser de la secte de Boko Haram et des 3000 hommes de Boko Haram qui sont sur le lac Tchad. Le Tchad lui-même a positionné des forces sur la Grande Barrière, qui est une zone qui c'est un haut fond entre les deux cuvettes, mais les autres États ne font que des incursions dans le lac et ne restent pas. Donc là, il y a un véritable problème de durée. Que va-t-il se passer? Combien de temps peuvent-ils rester dans cet écosystème si particulier, dans ces milliers d'îles et d'îlots que l'on peut avoir au milieu de ce patchwork de marée? Parce que en fait, la vraie affaire du lac, et depuis le début où nous abordons ce sujet-là, c'est que c'est pas la mer d'Aral, c'est pas qui est quand même l'image que l'on donne pour dire on peut arriver à renflouer le lac Tchad, regardez la mer d'Aral, ce qu'on a pu faire. C'est quand même depuis toujours un immense marais. Et si on le sature en eau, ça n'aura plus de sens parce qu'on ne pourra plus l'utiliser. Moi, ce qui me gêne, c'est ce côté, si vous voulez, très volontariste. On a l'impression qu'on revient dans les années 1960 avec les grands projets technologiques, la productivité, etc. Avec en plus l'argument d'urgence, il faut faire vite, la démographie est galopante, et sans qu'on réalise et qu'on réfléchisse vraiment, comme si on allait se satisfaire de grands projets qui allaient tout régler. Tout le monde est d'accord, il faudra faire quelque chose pour sauver ce lac africain, ce trésor africain. Voilà, c'est ici que nous allons clore Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à toute l'équipe de VOA Afrique. Un petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue nos confrères de Radio TV Ténéré au Niger. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.